Ce soir, nous allons parler médias, communication, réseaux sociaux, site internet, médiatisation. Et ce soir, nous sommes avec Daniel Korolov, qui lui va nous expliquer les coulisses d'un événement sportif côté presse. Daniel Korolov est en charge de Longines Equita Lyon, du Longines Athina Onassis Horse Show, du Jumping International de Valence au Haras des Grillons. En fait, il s'occupe de toute la médiatisation autour de ces concours, de l'accueil des journalistes, des influenceurs, et donc il va aussi nous expliquer comment se passe concrètement le concours sur une salle de presse, quelle évolution il y a eu, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec aussi tous les blogueurs, les influenceurs dont nous avons fait partie à une certaine période. Donc on va voir tout ça avec lui pendant cette petite heure. Bonsoir Daniel. Salut Théo, désolé du petit couac technique. Pas de souci, 3 minutes de retard. Tu as su me Il y en plaire, a, j'en doute pas. il y en a qui ont fait pire. Comment vas-tu déjà? Bon, j'ai du coup parlé un petit peu de ton activité. J'ai essayé de résumer. C'est vrai que c'est assez vague, on va en parler. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter? Comment vas-tu et où vis-tu ce confinement? Alors comment je vais? Plutôt bien, hein. C'est la fin du confinement, c'est l'heure du bilan et il est enfin voilà, c'est ce confinement s'est plutôt bien passé. Je suis chez moi à Lyon, D'accord. en famille, dans des conditions plutôt très confortables, donc j'ai pas à me plaindre. Pendant ces longues semaines de confinement, j'ai continué de travailler un petit peu malgré une activité bien fort réduite, évidemment, parce que la Terre s'est un petit peu arrêtée de tourner pendant ces semaines. Et voilà pour l'humeur du moment. Parce que c'est vrai que tu bosses finalement pour des événements, et là, il n'y a plus aucun événement presque sur Terre, en tout cas au niveau du jumping international. Donc, tu te retrouves un petit peu bloqué, c'est ça? De toute façon, moi, mon métier, j'ai pas vocation à le faire quand il ne se passe rien sur une piste, hein. Donc, voilà, les événements se sont annulés les uns après les autres cette année. Le premier pour lequel on aurait dû travailler, c'était le Longines Master de Hong Kong. D'accord. Et puis après, Février. ça s'est enchaîné. Là, en ce moment, si tout avait été comme dans le monde d'avant, on devrait être à Grimaud pour notre quatrième week-end d'Upside Jumping. Et puis, on est à Lyon. D'accord. Bon, je vois déjà pas mal de monde qui nous ont rejoints. Tu t'es connecté sur un compte qui s'appelle Blisco. C'est le nom de ton entreprise. Raconte-nous un petit peu C'est finalement ça, ta casquette. c'est le nom de l'agence. Cette agence, je l'ai lancée, ça fait maintenant, on est dans notre 8e année. C'est une petite structure de relations médias. On est deux permanents, donc je travaille avec Juliette depuis 5 ans. On travaille aussi avec des prestataires partenaires en qui on a parfaite confiance et qui nous accompagnent quand on a besoin de monde en plus, quand on n'est pas assez de deux. Voilà, une structure légère en tout cas, et qui en 8 ans a fait son petit bout de chemin. Oui, c'est vrai que je citais quelques-uns de tes clients, le Longines Equita Lyon, GL Events organisant ça à Lyon. Chaque année, tu es lyonnais d'ailleurs, il me semble. Ouais, je suis lyonnais. Athina Onassis Horse Show, Jumping International de Valence, Upside Jumping. Du coup, tu as une petite caravane et tu te déplaces de concours en concours pour promouvoir finalement les concours, ou c'est un travail qui se fait en amont? Alors les deux, mon capitaine, il y a un grand travail en amont, puisque donc pour ma partie, pour la promotion que j'assure, c'est la promotion uniquement auprès des médias. Donc des médias traditionnels, la presse écrite, la radio, la télé, et les médias un petit peu plus récents via les réseaux sociaux, etc. Pour les médias traditionnels, l'instantanéité, elle existe difficilement. Donc, par exemple, un magazine, on va parler du magazine Grand Prix. Là, actuellement, alors je ne sais pas si je ne vais pas leur porter la poisse, mais ils sont en train de travailler déjà sur le numéro du mois de juin. Et donc, nous, en communication, il faut anticiper ça et leur parler suffisamment en amont, leur donner les éléments dont ils ont besoin suffisamment en amont pour espérer être en kiosque le jour J. Donc, bien sûr, il y a un travail en amont, et puis ensuite, sur place, il y a un travail pendant l'événement, de continuer de tenir la presse informée. Voilà pour le travail, grosso modo, des relations presse.
Voilà, donc tu es la personne qui chapeaute les relations presse, tu es la porte d'entrée quand un journaliste, un média, un influenceur veut communiquer sur le concours, en tout cas veut avoir des informations. Alors, je vais être un relais en fait. Je vais être un relais entre le journaliste ou l'influenceur et la personne qu'il souhaite interroger. En l'occurrence, tu parles des concours. C'est vrai que les concours constituent la plus grosse partie de mes clients. Donc, en l'occurrence, c'est un relais entre le journaliste et l'organisateur du concours, celui qui prend la parole au nom de ce concours. Donc, un relais entre les deux. On va essayer de servir les deux du mieux qu'on peut. Donc l'organisateur nous fixe des objectifs, ou alors ces objectifs, on les a travaillés ensemble, et le journaliste attend aussi qu'on lui donne une information fiable, qu'on lui donne le bon contact, etc. Donc on est vraiment au service de ces deux publics, entre ces deux publics finalement. C'est vrai que tu as été un des premiers à accueillir Jump Inside, qui est finalement un blog. On sait pas trop maintenant comment le définir. On en revient, on reparlera pardon de toutes ces évolutions. Mais c'est vrai que le jour J sur l'événement, c'est toi aussi, en tout cas ton entreprise, ton agence, qui vous accueillez tous les journalistes. Vous devez voir s'il y a des start lists partout, organiser les conférences de presse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toutes ces petites casquettes à l'intérieur de ton agence? Pour répondre précisément à ta question sur le jour J, sur la salle de presse, c'est vrai que ça fait partie des coulisses. Hein. C'est pas quelque chose que le grand public est amené à voir. C'est un espace qui est vraiment dédié aux journalistes et puis par extension maintenant aux influenceurs. Je me souviens, le premier Equita que j'ai fait, le premier Equitalion, la première édition d'Equitalion sur laquelle je suis intervenu, puisque je connaissais l'événement comme n'importe quel Lyonnais, mais la première édition sur laquelle je suis intervenu, ma responsable de l'époque m'a dit cette salle de presse, c'est comme chez toi. C'est-à-dire que quand tu accueilles quelqu'un chez toi, eh bien, tu vas faire en sorte qu'il se sente bien, ce qui signifie que tu vas l'accueillir dans une salle de presse plutôt rangée, plutôt propre. Donc voilà, parmi les casquettes qu'on a, on passe parfois derrière des journalistes ou des influenceurs qui bah, laisse traîner des choses, hein, ça peut arriver. Euh, donc faire en sorte qu'ils se sentent bien, c'est important parce que effectivement, on constitue la porte d'entrée. Cette salle de presse constitue la porte d'entrée vers le reste, hein, vers le concours, pour ce public-là des journalistes et des influenceurs. Et puis après, toujours mettre à leur disposition tous les éléments dont ils ont besoin. Donc tu parles des start lists, effectivement les start lists, les plans, les résultats, bien sûr, le plus vite possible. En 15 ans, le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, plus personne n'a pas de site internet, si bien que le résultat doit être disponible vraiment le plus vite possible. Voilà ce qu'on fait sur place. C'est un métier de contact, un métier de relation, donc c'est stressant parfois, mais c'est quand même très très plaisant parce que dans une salle de presse, on passe aussi beaucoup de temps à échanger avec des journalistes qu'on a plaisir à retrouver, qu'on retrouve sur l'ensemble des concours, donc c'est plutôt chouette. Ouais, parce qu'à l'image des cavaliers qui se déplacent de concours en concours et qui retrouvent toujours les mêmes têtes, finalement, il y a des journalistes qui sont spécialisés et qui, eux, se déplacent aussi de concours en concours. Mais tu dois aussi essayer de driver un petit peu, d'attirer les médias locaux, les médias régionaux, les médias nationaux dans chacun de tes concours. Comment ça se passe? Comment on procède pour tout ça? C'est un mois, 6 mois à l'avance, d'année en année qu'on se constitue Non, cette alors base? ouais, ça va vraiment dépendre des médias. Alors pour ton public qui est peut-être pas familier avec ces notions-là, ça va dépendre des délais de bouclage. Je vous parlais de Grand Prix tout à l'heure ou de la presse spécialisée équestre qui en général va avoir des délais de bouclage de 1 ou 2 mois. Le bouclage, c'est le jour où on dit bon bah voilà, le magazine est prêt à partir à l'impression. Donc 1 ou 2 mois pour la presse spécialisée équestre. Il y a des familles de presse pour lesquelles c'est beaucoup plus long. La presse féminine, quand tu es dans une salle d'attente et que tu as le magazine Elle dans les mains, il faut savoir que les journalistes qui ont travaillé dessus ont travaillé parfois 6 mois, 6 mois à l'avance. Donc effectivement, on échelonne vraiment, on séquence les prises de parole en fonction des délais de bouclage des médias auxquels on veut s'adresser.
Donc 6 mois avant, on va parler à la presse féminine, et puis on va enchaîner comme ça. 2 mois avant, on parlera à la presse équestre. 15 jours avant, on parlera, 15 jours ou 3 semaines avant, on parlera au quotidien, donc à l'équipe, au quotidien du coin, etc. Et puis les sites internet, on va les mettre dans les quotidiens aussi. Et donc, le contenu que tu essayes de caser dans différents médias, c'est des publi-postages de qualité. Finalement, ce sont des rencontres, des interviews, plus que des communiqués ou juste des pubs. Placarder des pubs dans tout Lyon ou dans Grand Prix, par exemple, c'est pas ton service qui s'en occupe? Alors non, c'est ça, hein. Attention, on fait de la communication, certes, mais on n'est pas pour autant des publicitaires. C'est-à-dire que moi, avec mes publics, donc mon seul public d'ailleurs, c'est les journalistes. Les journalistes, les influenceurs, jamais je vais parler d'argent. Je ne leur rachète pas de pub. C'est pas moi qui suis en charge d'acheter de la pub. Il y a d'autres personnes qui font ça sur les événements sur lesquels on intervient. Nous, on va vraiment leur proposer une information. Donc, il va falloir susciter leur intérêt. C'est plus ou moins difficile en fonction de la famille de presse à laquelle on s'adresse. Quand on est un jumping international 5 étoiles, c'est pas très difficile d'intéresser la presse équestre. En revanche, pour la presse généraliste, eh bien, c'est bien plus compliqué. Donc, il va falloir chercher des arguments, il va falloir chercher des portes d'entrée pour eh bien, essayer de faire en sorte de les intéresser. On a une question de Margot, justement, et plusieurs questions d'ailleurs sur ce sujet, donc on va l'aborder tout de suite. L'évolution de la médiatisation des sports équestres. Maintenant que tu nous as dit que tu n'es pas publicitaire et c'est pas toi qui vas payer des pubs sur Facebook ou autre. Donc ça n'a pas trop d'impact pour toi, peut-être les réseaux sociaux sur cette partie. Tu as toujours en contact ces journalistes très traditionnels qui font du papier, mais tu as vu peut-être d'autres journalistes ou autres arriver en salle de presse, même qui n'ont pas plus de carte de presse. Comment tu as vu, est-ce qu'on peut prendre, tu as débuté peut-être il y a une dizaine d'années, est-ce qu'on peut déjà parler de cette période-là? Ouais, alors j'ai débuté, ça fait 15 ans maintenant. Effectivement, dans une salle de presse il y a 15 ans, on n'avait pas du tout les mêmes profils de journalistes qu'on a aujourd'hui. Et ça, ça a changé au moment où Internet a explosé, où les sites ont explosé, et alors encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ans, on reçoit des demandes d'accréditation de la part d'influenceurs, c'est comme ça qu'on les appelle et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent, qu'on ne recevait évidemment pas il y a 15 ans, pour la bonne et simple raison que leurs médias n'existaient pas, que le média et la technologie n'existaient pas. Ça change beaucoup. Il faut bien sûr accorder de l'importance à ces nouveaux médias parce qu'ils touchent le public jeune. En revanche, il faut absolument pas, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais il ne faut pas délaisser les médias traditionnels. Aujourd'hui, je reste très très fier quand après pas mal de discussions, il y a un article qui paraît dans l'équipe, dans Le Monde, ou un reportage qui est fait sur France 2, bien sûr. C'est vrai que bon, je dirais que nos premiers quittés à Lyon devaient être en 2012 ou 2013 avant la finale Coupe du Monde. Euh, Pendant 2 ou 3 ans, on a travaillé bénévolement, comme on le fait sur Jump Inside, et on n'avait pas d'accréditation, on faisait même pas de demande au début parce que voilà, on se sentait pas légitime. Et puis ensuite, on a commencé, beaucoup de refus, puis la première, puis une deuxième. Tu as été un des premiers à nous faire confiance d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on était un petit peu les piques-assiettes, les mange-merdes. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Il y a ça aussi avec les photographes où maintenant on peut s'acheter du matériel de qualité pour pas trop cher et puis on peut aller faire des photos et puis les donner, les vendre. Bon, on tire un peu le marché vers le bas, entre guillemets, mais peut-être que ça pousse aussi les acteurs traditionnels à se réinventer. Alors, il y a deux choses, hein. Il y a deux choses. Tu parles donc du blogueur que tu as été et que d'autres ont été, et tu parles donc qui peuvent éventuellement, si je te comprends bien, faire de l'ombre ou au moins, enfin, demander aux journalistes traditionnels de pourquoi pas se réinventer, et tu parles de ceux qui pourraient faire de l'ombre aux photographes. À mon avis, ce sont deux choses vraiment très différentes. Euh, Quand effectivement tu as débarqué toi avec toute une joyeuse bande en salle de presse, voilà, t'apportais une nouvelle source d'information, mais en tout cas d'un point de vue purement pécunier, tu n'allais pas faire d'ombre ni à Grand Prix, ni à l'éperon, ou alors une ombre.
je sais pas, C'était pas dans je le le sens reconnais. ombre, vraiment prendre des parts de marché entre guillemets. C'était plus que vous n'avez pas de carte de presse, vous avez 15 piges. Qu'est-ce que vous faites là? La presse, c'est la vraie presse. Juste peut-être un décalage générationnel en tout cas. Il y a eu toute une période peut-être où c'était difficile. Et puis maintenant, peut-être le revers de la médaille de tout ça, vous coulez peut-être sous les demandes de 10 influenceurs et puis, il faut rééquilibrer les choses, peut-être. C'est vers ça que je voulais t'amener. Est-ce que tu sens maintenant que ça y est, la page est tournée, nous sommes acceptés, et maintenant il faut remettre un cadre? Mais alors pareil, dans cette catégorie influenceur, on va avoir différents profils. Quand je parle de toute la petite bande qui t'entourait, ce sont des... Ok, vous étiez très jeune, vous étiez un petit peu des gamins, donc dans notre salle de presse, ouais, vous étiez, on vous observait, certes, mais en tout cas, on voyait déjà que vous aviez la tendance, enfin, que vous cherchiez à imiter le journaliste. Et il y avait quelque chose de très rassurant. Vous étiez là pour faire de l'information. Euh, Vous avez grandi, votre information, le traitement de l'information s'est amélioré. Mais il y a vraiment aujourd'hui une autre catégorie surtout présente sur YouTube, très suivie, hein, parfois c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui suivent ces YouTubeurs. Et là, ces personnes-là demandent leur accréditation. Elles nous demandent beaucoup de réflexion. On hésite systématiquement parce qu'on regarde le rendu final. Vous, votre rendu, restez informatif. Vous alliez dire qu'un tel avait remporté le Grand Prix Coupe du Monde à Lyon. Vous alliez, voilà. Dans leur cas, on est fréquemment confronté à quelque chose de purement narcissique. Euh, le YouTuber qui se met en scène. Alors, c'est un vrai influenceur, il a une vraie communauté sur laquelle il a une influence, mais est-ce que c'est mon métier à moi d'attaché de presse, professionnel de la communication et aussi en partie de l'information, d'accueillir ce genre de personnes? euh, J'ai pas de réponse. La question, elle est vraiment ouverte, si bien que sur les événements dont on s'occupe et dont on s'occupe de la partie accréditation, oui, on en accrédite certains, mais on ne peut pas les accréditer tous. Aujourd'hui, avec ce phénomène des influenceurs aussi, on reçoit des demandes d'accréditation de personnes qui, parce qu'elles ont 500 ou 600 abonnés sur Instagram ou se disent influenceurs. Non, il faut Remettre franchir un un cadre. certain cap avant de mériter, entre guillemets, cette appellation d'influenceur. 500 personnes qui suivent une autre personne. Bon, bah aujourd'hui, sur Facebook, on en est tous à peu près là, hein, dans ma génération. Donc, donc voilà. Euh, on peut paraître hein, parfois pour les méchants, parce qu'on a dit non. Votre accréditation, je ne peux pas vous l'accepter, mais on a derrière d'autres contraintes, celle de ne pas oublier les médias traditionnels, celle de favoriser les médias émergents qui font une réelle information, et puis après des contraintes, mais parfaitement, enfin complètement pragmatiques. Moi, ma salle de presse, elle n'est pas extensible, elle est prévue pour 300 personnes. Si j'ai 500 demandes, allez, je vais essayer de pousser jusqu'à 320, 330 accrédités, mais matériellement, je ne peux pas en accueillir 400. C'est vrai qu'il y a une frontière entre peut-être nous qui nous mettions plus dans le sport finalement et on est bénévole, mais on se glissait quand même finalement sur le modèle de médias dont on a l'habitude de voir le fonctionnement, même si les réseaux sociaux ont un peu tout bousculé. Et il y a ce côté influenceur, plus effectivement, je parle de moi et c'est plus du contenu lifestyle peut-être et peut-être moins adapté des fois au sport de haut niveau que tu as l'habitude de vendre. Oui, après, on trouve tout genre d'influenceurs hein, sur YouTube, d'influenceurs équestres, hein, j'entends. Il y en a effectivement qui vont plutôt parler de produits, ceux que tu ranges, à mon avis, dans la catégorie lifestyle. D'autres, certains qui parlent de sport. Et effectivement, bah, ces personnes-là, on réfléchira bien sûr à les accréditer sur des grands 5 étoiles. Ouais, ouais. Ça fait partie. Je pense effectivement que c'est l'évolution majeure du métier depuis 15 ans. L'apparition de ces influenceurs, donc blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs, voilà. C'est vrai qu'il y a certaines agences dans les sports équestres et d'autres sports, et ils disent, bah voilà, pour remplir l'accréditation, c'est maintenant écrit sur le site, il faut 50 000 followers, il faut ci, ça, on remet un cadre finalement
c'est finalement les étapes des évolutions logiques, j'imagine. On se fait un peu dépasser par les événements et puis ensuite on réfléchit tous ensemble à comment on peut composer. Après, effectivement, ce plancher à partir duquel on peut se dire influenceur, euh, j'ai plus les chiffres précis en tête. Je sais pas si c'est 40 ou 50 000, mais effectivement, à un moment, il faut aussi euh, C'est une sorte de garantie. qu'on fixe une limite, parce que, mais vraiment, à l'approche d'un grand événement, donc je pense à Equitalion, mais aussi à la série des Longines Masters, on peut mais vraiment passer un temps fou, à savoir à aller se documenter sur tel ou tel média, sur tel ou tel influenceur. Euh, et donc oui, il y a forcément un premier écrémage qui est fait par au moins celui qui ne va pas oser demander son accréditation parce qu'il voit directement qu'il ne rentre pas dans les critères. Une question de Pascal Boutreau, qu'on imagine tu accueilles régulièrement en salle de presse. Euh, c'est vrai que tous les organisateurs, selon lui, rêvent d'avoir un sujet au JT de TF1. Voilà, c'est vrai que tu es là pour vendre, donc on te challenge sur le top du top. Comment leur expliquer que ça va pas forcément être possible? Ils le savent. Ils le savent. Euh, Ils ont leur expérience d'organisateur et donc ils savent que la venue d'une chaîne nationale, en gros de TF1 et de France 2, hein, euh, c'est plutôt rare. Parce que ils suivent aussi les infos, hein. Ils voient bien que dans un JT le soir sur France 2, bah, on parle très rarement d'équitation. Euh, Ils le savent. Après, c'est un challenge. Pascal a raison. C'est le challenge de chaque édition sur chaque concours. Hein, bah, il parle de TF1, ouais, de faire venir TF1. On y arrive, et puis parfois on n'y arrive pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de l'actualité du moment. C'est-à-dire que si on a une actualité riche, bah, la rubrique sport en fin de JT va être plus réduite. Et alors dans cette rubrique encore enfin réduite, on va avoir beaucoup de place pour le foot, ensuite pour je sais pas le ski, et puis bon voilà, ça dépend de l'actualité du moment. Ça va dépendre aussi de l'affinité que le rédacteur en chef pour cette édition a avec le monde du cheval. Enfin voilà, ça dépend de beaucoup de critères. C'est vrai que là, par exemple, que ce soit de la presse papier, la télé, la radio, on ne parle que du coronavirus et puis un petit peu de la solidarité qu'il y a autour finalement pour avoir des informations positives. Admettons, avant un de tes concours ou pendant, il arrive un événement majeur et tu ne dois... Enfin, les médias ne parlent que de ça. Et toi, du coup, t'as peut-être pas beaucoup de papier sur ton concours. Comment on se rémunère en fait finalement? Comment on dit bon bah voilà, il faut qu'il y ait 10 papiers sur ce concours ou c'est plus on Hmm. essaye. Enfin, je sais pas si tu vois ce Oui, que oui, alors je comprends, je comprends. Alors ce qu'il faut savoir dans le monde des relations presse, c'est qu'on est intimement, donc c'est notre métier, on est intimement lié au monde de l'information et de la presse. Si bien que dans la déontologie de notre métier, on n'a pas le droit de promettre quelque chose à un client. Si toi, tu organises un concours et que tu nous missionnes pour faire tes relations presse, j'ai pas le droit de te dire, je te promets Théo que ton concours sera sur TF1. J'ai pas le droit parce que je ne le maîtrise pas. Première chose. Et deuxième chose, et c'est quelque chose de vraiment fondamental, c'est que la presse est libre. Et donc, à partir du moment où j'ai dit que la presse est libre, j'ai aucun levier pour la maîtriser. Donc, la rémunération d'une agence de relations presse, euh, elle passe elle pas va sur pas ce critère. dépendre. Elle va pas dépendre du nombre d'articles parus ou de reportages diffusés à la fin du concours. Elle est fixe. On n'a pas d'obligation de résultat. On a en revanche une obligation de moyens. Oui, il faut que j'arrive à dire à mon client, on n'a pas eu TF1. En revanche, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Très bien. Une question, bonjour à tous les deux. Quelles actions Blisco met-il en place pour faire connaître notre sport à des médias grand public? C'est vrai que tous nos invités nous ont un peu dit, on est dans un entre-soi, on a des règles du jeu qui sont
difficilement compréhensibles. On passe de 4 points à 8 points, il y a des points de temps dépassés, il y a des grands prix en deux manches, des fois c'est en deux manches et c'est pas barrage. Enfin, comment on fait pour attirer ces gens qui sont totalement novices? On parle de la beauté de l'art équestre, qu'est-ce qu'on met en avant? On va reprendre l'exemple de TF1, ça m'arrange bien, c'est hyper parlant. TF1 n'a pas vocation, dans un de ses reportages, à raconter une épreuve, parce que comme tu le dis, comme dans n'importe quel sport, hein, c'est un petit peu, les règles sont connues des initiés, mais pas forcément de tout le public de TF1. Donc TF1, le service des sports, va chercher à raconter une histoire d'hommes, une histoire de couple, une histoire de bénévoles, d'organisateurs, peu importe, mais va davantage s'arrêter sur des histoires que sur le résultat d'une compétition. Donc, à partir de là, à nous de leur mettre à disposition les bons ambassadeurs. La plupart du temps, c'est les cavaliers qui se prêtent au jeu plus ou moins volontiers selon les cavaliers. Euh, voilà, je crois fort à cette notion d'ambassadeur et cette notion d'histoire à raconter. Oui, Euh, ce storytelling qui est théorisé finalement depuis pas mal de temps dans la publicité, c'est fondamental. On voit des fois, voilà, il y a Pierre Durand sur tel concours, c'est un champion olympique, on va essayer de le lier. Les anniversaires aussi des éditions, on arrive beaucoup à broder autour. Il faut qu'il y ait ce fil tendu et qu'on puisse, en un petit reportage de 3 4 minutes, raconter quelque chose de beau, de positif, c'est ça? alors oui, de toute façon, on a cette chance que si un média généraliste vient à s'intéresser à nous, ce sera pas pour raconter quelque chose de sordide, à moins, enfin voilà, qu'on fasse la une de l'actualité pour de sombres histoires, mais autrement, hors ce contexte-là, le journaliste généraliste, enfin qui appartient à un média généraliste et qui se déplace sur un concours, le sujet, la plupart du temps, sera vraiment très beau, très sympa, quoi. Parce qu'il va raconter cette histoire, il va oublier volontairement les failles que le cavalier lui aura confiées. Il sélectionnera les images qui mettent le plus en valeur le cavalier, le cheval, l'esprit d'équipe, etc. Euh, on, je redoute pas quand j'accueille TF1 le reportage catastrophique. Ça fait pas partie de ce qu'on redoute parce que voilà, ils viennent en sachant qu'ils font peu d'équitation, euh, ils n'ont pas forcément envie de chercher la petite bête. Ça Ça, va un c'est plutôt peu les spécialistes. ça va un peu à contrario finalement de, de, de tous ces petites choses qu'on voit émerger des réseaux sociaux, que la presse veut toujours faire du buzz avec le bad buzz. Toi, tu dis que les journalistes que tu accueilles sur tes concours, ce sont des personnes passionnées et qui veulent raconter des belles choses. Non, pas forcément passionnés. Hein, le Passionnés par leur journaliste. métier, en tout cas. Passionnés par Ah la... oui, par leur métier. Après, pas forcément par le sujet. On a accueilli des journalistes qui nous disaient sur le ton de l'humour, bah voilà, moi le cheval, je préfère quand il est dans mon assiette que devant ma caméra. Oui. Euh, donc non, non, c'est pas forcément des passionnés. La plupart d'ailleurs de ces journalistes généralistes qu'on accueille, que ce soit de la rédaction de TF1 ou de France 2, ne sait absolument pas ce que c'est qu'un cheval. Alors, enfin voilà, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ne connaît absolument rien au sport. En tout cas, Euh, juste pour rebondir, c'est vrai que quand on a affaire à ce genre de personnes, je trouve que c'est assez riche parce que on se replace dans les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas notre sport et peut-être que toi, ça t'aide à te dire comment c'est perçu et comment je dois axer justement les reportages ou autres. Bien sûr, dans les échanges avec ces journalistes qui ne sont pas du tout spécialistes, on va être attentif à tout ce qu'ils nous disent. Parce que, comme tu le dis, c'est riche d'enseignements. Voilà, cette histoire justement de petites histoires à raconter, ces histoires d'hommes, ces histoires de couples, etc. C'est simplement, enfin, si je te la ressors aujourd'hui, c'est parce que des journalistes de France 2, de M6, etc., m'ont dit que c'était vraiment ça qui les intéressait. Bon, Donc nous, quand on approche un journaliste, on a aussi une démarche très opportuniste. Si on sait
qu'en leur proposant tel sujet, on va se planter, bah, on leur en propose un autre. Et en l'occurrence, cet autre, eh bien, c'est celui que un confrère ou un concurrent de ce journaliste ou de ce média nous a soufflé 3 heures avant. Je remercie Pascal Gautreau qui vient de donner une autre question et sur laquelle je voulais revenir tout à l'heure. Mais du coup, bon, je vais en parler là. C'est vrai que le service presse d'Equitalion, parce qu'il y a un concours des meilleurs services presse du circuit Coupe du Monde Indoor, tu as, avec ton équipe, été élu service presse, meilleur service presse du circuit Coupe du Monde à plusieurs reprises, il me semble. Est-ce que À c'est un deux, objectif en soi? Et c'est vrai qu'on est toujours très très bien reçu. Euh, tu incarnes en fait finalement le directeur ou la directrice du concours et plus encore l'image entière de l'événement quand tu es le chargé de presse. alors c'est dense. On l'a reçu 2 fois. C'est pas nous, agence Blisco, qui l'avons reçu, c'est vraiment l'ensemble du service de presse de la Coupe du Monde de Lyon. Je le précise hein, parce qu'on n'est pas seul. Hein, bien sûr, Equita a son service communication et c'est donc le binôme entre leur service de communication et nous, agence prestataire, qui avons remporté ce prix 2 années de suite. Hein, je crois que c'était en 2016 ou 2015 pour la première fois. Non, c'est pas un but en soi. Ça fait vraiment toujours plaisir, mais c'est pas un objectif en soi. Et j'ai mangé la fin de. Ah oui, Ça veut quand quand même tu. dire finalement que le travail est bien fait et que quand on arrive, on se dit pas forcément bon bah Daniel et son équipe et les services internes à Equita ont été bons. On se dit Equita Lyon, c'est bien finalement. Donc tu incarnes quand même le Mais bien concours lui-même. sûr, mais comme je te le disais tout à l'heure, auprès d'un certain public, ce public de journalistes, on est vraiment la porte d'entrée. Et, et donc, mais quand je te disais que quand j'accueille les journalistes comme si c'était chez moi, c'est parce que je sais qu'à n'importe quel autre niveau du concours, c'est cette philosophie qui prime aussi. Donc moi, j'accueille les journalistes comme s'ils arrivaient chez moi. La directrice du concours accueille les cavaliers et les grands partenaires comme s'ils étaient chez eux. Voilà quoi. Tout le staff On, finalement s'imprègne des valeurs de l'événement pour lequel il travaille et puis essaye de renvoyer l'image et les valeurs de l'événement finalement. C'est ça. C'est vraiment ça. Et donc, on fait partie d'une grande famille. On n'est que un maillon de cette famille. Mais comme tu le dis, on représente les valeurs de l'événement auprès de notre public, en l'occurrence les journalistes. Pascal Boutreau encore. Euh, Décidément. Sandwich raclette en salle de presse et ce serait parfait. C'est vrai que à côté de la salle de presse, il y a un stand avec Italien de sandwich raclette corse, il me semble. En tout cas, ça sent très bon et c'est très bon. Et en salle de presse, c'est vrai qu'il y a de la nourriture, il y a des boissons, parce que le journaliste peut passer toute la journée finalement à rester dans cette salle et il faut qu'il y ait tous ces services. Est-ce qu'un jour on aura la chance d'avoir des sandwichs raclette avec Italien? Non, alors pour une question d'odeur, parce que vous êtes de passage, vous, les journalistes, les influenceurs, moi, il faut savoir que la salle de presse, pour parler précisément de celle d'Equita, j'arrive, il est 6 heures du matin, j'en repars, il est 1 heure ou deux. L'odeur de la raclette toute la journée, non, ce serait difficile à. Mais effectivement, bien sûr, quand tu dis qu'il y a de quoi passer toute la journée pour un journaliste, c'est vrai. Donc il a l'endroit où il va travailler. Où il va donc trouver les start lists, les résultats, une connexion Internet la meilleure possible. Il y a un autre endroit dans cet espace presse où il va pouvoir se détendre un petit peu, donc avec des fauteuils, des canapés, de la lecture de la presse, etc. Et surtout un traiteur où il pourra avoir toutes les boissons non alcoolisées qu'il souhaite, des sandwichs, des pâtisseries, etc., des viennoiseries le matin. Et, et, et c'est ça une salle de presse, quoi. C'est pas un seul endroit où on vient écrire son article, c'est aussi un endroit où les journalistes, comme tu le dis, vont vivre pendant la durée du concours. Je vois Donc, Adèle Vaupré, journaliste à Cheval Mag aussi, que tu as accueilli plusieurs fois, qui acquiesce et qui dit vraiment, effectivement, il faudrait ces sandwichs. Bon. En tout cas, accueille au top Akita et elle te passe le bonjour. bon, bonjour Adèle et compte sur moi. Je crois pas beaucoup au succès de cette tentative, mais allez, je ferai monter le message.
Une question de Manon, quel a été ton plus gros challenge professionnel en RP? Parce que c'est vrai qu'il y a des événements avec plus ou moins d'importance, parce qu'il y a aussi de l'institutionnel derrière des gros sponsors. Peut-être que sur un gros magazine, si on dit Équitalion et pas Longines Équitalion, peut-être que ça a beaucoup de répercussions pour toi. Il y a beaucoup de facteurs comme ça à prendre en compte. Alors, Encore plusieurs questions. effectivement, la valorisation la valorisation du sponsor, encore plus quand il est primordial comme Longines peut l'être pour certains événements, ça fait partie de nos missions. Il faut qu'on arrive à mettre en avant ce sponsor, sans lequel, dans certains cas, l'événement ne serait pas le même. C'est une Oui, évidence. Après, une fois de plus, euh, on fait tout pour que ce sponsor soit valorisé. Si le résultat, si au résultat, le sponsor a sauté, on n'était pas là pour tenir ni la plume ni oui. le micro du journaliste. Le résultat, une fois que le journaliste est seul devant son ordinateur, soit pour écrire son sujet, soit pour le monter, on n'est plus là, on n'est plus là. Et c'est regrettable, ça arrive, tu t'en doutes, mais on fait en sorte que ça arrive le moins souvent possible, en expliquant. La plupart du temps, ça sert pas à grand chose de passer par des biais détournés. On va voir le journaliste en lui disant c'est important pour nous, c'est important pour l'événement et donc pour le sport que le partenaire soit cité. Dans d'autres sports, ça se fait mais sans broncher quoi. Dans la voile, sur une transat, on sait que la transat s'appelle comme ça, elle porte le nom du sponsor et puis on en parle comme ça. Donc euh, en équitation, ça va de mieux en mieux. Et aujourd'hui, on est presque à 80-90% de citation du nom du sponsor quand le sponsor a son nom dans le nom même de l'événement. Et donc, quel a été ton plus gros challenge professionnel en relation presse? Incontestablement, la finale de la Coupe du Monde Longines FEI de saut d'obstacle et FEI de dressage à la Corotel Arena en 2018. Euh, c'était un. Enfin voilà, c'est un événement. On sait qu'on a les caméras du monde entier qui sont braquées sur cet événement. On accueille pour le coup encore plus de journalistes que sur une étape de la Coupe du Monde. Et bien sûr, ouais, c'est un énorme challenge. Surtout que Très stressant. il y avait plus de concours à l'accord Hôtel Arena, anciennement Bercy à Paris depuis pas mal de temps, et on remettait le cheval au cœur de la capitale avec l'équipe, ton équipe GL Evans. C'est finalement l'équipe d'Equitalion qui était société Bien organisatrice. sûr, c'est l'équipe de Sylvie Robert hein, qui D'accord. préside GL Events Equestrian Sport, donc il y a la division sport équestre de GL Events. C'est bien sûr cette équipe-là qui a fait les finales 2018 à la Corotel Arena, et ils ont eu la gentillesse de mettre dans leur valise. Ils sont partis de Lyon jusqu'à Paris et on a suivi, on était bien sûr ravis. Enfin voilà, ça reste aussi au-delà du challenge, c'est un honneur. Oui, c'est De, sûr. Oui, tout le monde rêve de finale Coupe du Monde. Comment on fait quand c'est un lieu comme ça qui accueille presque tous les jours des événements? Euh, on a la possession des lieux, combien de temps à l'avance? Tu dois bosser sur des plans fictifs pour te dire ma salle de presse sera là ou tu peux y aller quelques mois à l'avance? Comment ça se passe? non, c'est plutôt rare qu'on y aille plusieurs mois à l'avance. Donc, dans le cadre des finales, alors aussi bien celle de 2014 à Eurexpo, mais sur un site qu'on connaissait bien, que à l'Accor Hotel Arena, oui, il y a eu des repérages auxquels j'ai participé. Habituellement, les repérages, le service de presse ne le fait pas. Le service de presse va donner ses besoins euh, au régisseur général, au service logistique, en disant, bon, bah voilà, j'ai besoin de tant de postes, ça veut dire autant de bureaux, de chaises, etc. Mais on va pas aller en repérage. J'ai pas le souvenir de repérage hors finale. Et puis après, après l'événement, c'est ça qui est le plus important, c'est le débrief, toujours à ce régisseur général, toujours à cette logistique, pour expliquer que ça c'était trop ou au contraire qu'on a manqué de ça pour Oui, l'édition à venir. ouais.
Une autre question de Manon. Tu as répondu en partie depuis le début, mais quels sont les plus gros challenges en général quand on gère les RP d'un événement? Quelle est la chose primordiale sur laquelle on doit veiller ou mettre en avant? C'est un peu une question difficile, effectivement. Non, bah, on doit veiller, je crois, à ce que les intérêts du client qui nous mandate soient valorisés. Et également que les journalistes, vraiment, c'est cette double mission, que les journalistes se sentent le mieux possible et puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire, par exemple, que dans une tribune où un espace sera dédié à la presse, où une tribune presse sera dédiée aux journalistes, eh bien, il faut aller voir si tout se passe bien. Il faut aller éventuellement, ça peut arriver, dire à la personne qui n'a pas son badge presse autour du cou qu'elle est en train de prendre la place d'une personne qui est là pour travailler. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc non, vraiment pendant cet événement, voilà, on est en contact vraiment en permanence avec l'organisateur et on doit s'assurer que le journaliste se sente le mieux possible et ait tout pour faire son boulot, tout simplement. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait un tri, entre guillemets, à faire quand on reçoit des demandes d'influenceurs. Euh, Question de Léa par rapport aux journalistes qui ont leur carte de presse. Comment s'effectue ce tri entre les journalistes indépendants, les journalistes attachés à des gros médias, des freelances on est obligé de tous les accepter parce qu'ils ont une carte de presse? C'est eux en priorité? Comment ça se passe? Non, alors la carte de presse va voilà, permettre de reconnaître ceux qui sont, entre guillemets, reconnus par la profession, mais c'est pas non plus le sésame absolu. Un journaliste qui a une carte de presse et qui travaille pour le magazine, j'en sais rien, je sais pas si ça existe, mais la vie de, enfin, Deux Chevaux Magazine, voilà, Deux Chevaux Magazine. Est-ce qu'il est légitime dans une salle de presse parce qu'il est détenteur de la carte? Une salle de presse d'un concours hippique, j'en suis pas certain. Donc on va dialoguer avec ce journaliste, hein, bien sûr, on va lui demander, bon ben voilà, pourquoi vous faites cette demande? Euh, il se peut qu'il nous réponde, bon ben voilà, j'ai ma fille qui est passionnée d'équitation. Très clairement, ça me permet ma carte normalement me donne accès. Donc comment on s'arrange? On a un stock d'invitations, on peut l'inviter, mais en tout cas, on l'accréditera pas. Donc non, la carte de presse, c'est pas parce qu'on est titulaire d'une carte de presse qu'on sera accrédité sur un événement, parce que, comme tu le disais, hein, il y a des indépendants qui travaillent effectivement, qui produisent des articles et qui n'ont pas de carte de presse. Donc, et ceux-là, bien sûr, on les acceptera parce qu'on les connaît, parce qu'on lit la presse équestre, parce qu'il y a des signatures qu'on retrouve et dont on sait que ce serait plutôt étonnant que ces personnes-là ont une carte de presse. Donc, on les accepte. Donc, non, c'est vraiment cette carte de presse. Ok, elle va nous permettre de savoir qui est reconnu par la profession, qui exerce ce métier au moins 50% de son temps, mais c'est pas non plus le sésame absolu pour entrer sur un événement. Une question de Manon. Je crois savoir que tu es dans d'autres domaines d'activité. Euh, Oui. Pourquoi? Et est-ce que c'est notamment pour avoir toujours un œil neuf, un œil de passionné dans le cheval qu'on a aussi des clients dans d'autres secteurs? Alors pourquoi? Parce que donc quand j'ai lancé Blisco, vraiment c'était absolument, mais absolument pas mon projet de faire que du cheval. Parce que comme tu le dis, quand on passe d'un événement à l'autre, on est un petit peu comme les cavaliers, donc on retrouve tous les journalistes qu'on a vus sur le concours de la semaine dernière, on sait qu'on les retrouvera la semaine d'après, etc. Et donc j'avais vraiment envie de plus de variété. Ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que au final, on arrive à faire des passerelles entre des clients qui, a priori, ont absolument rien à voir. Mais quand on travaille pour un parc animalier ou un parc d'attractions, qu'on contacte des journalistes, on peut éventuellement les intéresser pour un sujet cheval. Enfin, voilà.
il fallait, enfin, je souhaitais garder cette diversité. Et puis après, d'un point de vue, mais vraiment très, très, très pragmatique de chef d'entreprise, du bon sens paysan, ça me semblait vraiment risqué de mettre tous les œufs dans le même panier. Là, pendant le confinement, si j'ai continué et si Juliette a continué à travailler, c'est un peu grâce au monde de l'équitation, mais c'est surtout grâce à ses autres clients, bien sûr. C'est vrai que c'est beaucoup revenu le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit un chef de piste, Grégory Baudot, qui disait ben, à côté, je suis professeur de management. Eh bien, ça m'a un peu sauvé aussi pendant le confinement. C'est vrai que si tu devais donner des conseils, ne pas foncer bec et ongle juste dans un seul projet, en tout cas quand on est peut-être chef d'entreprise, indépendant, freelance, et d'essayer de se diversifier. Bien sûr, ouais, à mon avis, c'est très sage, hein. Là, ce qui est en train de nous arriver, mais personne n'aurait pu le prédire. Donc, enfin voilà, aujourd'hui, je dis que ça m'a permis de continuer de travailler un petit peu pendant le confinement. C'est simple à dire a posteriori. Je l'ai pas fait. En tout cas, je n'ai pas imaginé il y a 7 ans que j'aurais deux Oui, activités bien distinctes en prévision de l'arrêt complet des sports équestres partout dans le monde. Euh, mais d'une manière générale, ouais, j'ai tendance vraiment à croire euh, que c'est intéressant d'un point de vue intellectuel. Mais aussi en termes de gestion des risques, de diversifier les clients. bon, ça fait presque une heure qu'on est Déjà, ensemble. Oui, oui, ça passe assez vite. Euh, c'est un secteur d'activité qui est quand même qui a le vent en poupe en ce moment. La communication, les médias, la presse, en tout cas les relations presse. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous regardent et qui vont peut-être tendre vers des études dans ce milieu? Justement, est-ce que d'abord, il faut vraiment des études ou est-ce que toi, tu as appris sur le tas? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre de ton expérience personnelle? les deux, pour répondre à ta question sur mon cas précis, j'ai fait effectivement des études de communication après des études de langue, mais bien sûr, le métier, on l'apprend mais 10 fois plus vite sur le terrain. La théorie des relations presse, elle tient en un cours magistral de 2 heures. D'accord. Il n'y a pas, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à en dire. Alors, je dis 2 heures, je caricature, bien Oui, sûr, oui. mais en un semestre, on a fait le tour de la Pas question 5 ans, théorique. pas 5 ans à Enfin, une école avec une école à non, 10 000 non. euros l'année. Les écoles de communication, de toute façon, vont proposer de la formation en communication très généraliste, hein. Il n'y a pas une école qui va dire je propose une formation que dans l'objectif de devenir attaché de presse. Mais après, par contre, oui, bien sûr, c'est sur le terrain. Donc, aux jeunes que ce métier pourrait intéresser, je lui dirais de multiplier les stages, très, très concrètement. Des expériences Euh, très pragmatiques finalement. mais oui, mais oui, parce que bah là, il y a des tas de choses qui n'auront pas été enseignées dans une salle de cours et qui font partie de la réalité de ce métier. Euh, Moi, quand sur Equita, par exemple, parce que j'arrive avec quelques stagiaires, quand ils nous voient travailler, bon bah voilà, enfin, ils découvrent une facette du métier qu'ils n'imaginaient pas. Et cette facette, la plupart du temps, c'est la facette la plus plaisante. Ils étaient au courant que c'était un métier stressant, que c'était un métier où il fallait être actif, etc. Ils n'imaginaient pas que c'était un métier où le contact était aussi important. On passe, alors je vais pas dire toute notre journée à faire des sourires et à boire des cafés avec nos potes journalistes, mais ça fait partie du métier. Et ça, enfin, voilà, c'est pas quelque chose qu'on dirait dans un cours magistral. Eh ben, merci beaucoup Daniel, Merci Théo, c'était très cool. J'espère qu'on se reverra très vite sur des concours. Euh, j'espère aussi. et puis voilà, est-ce que tu as des objectifs de fin d'année ou tout s'est un peu écroulé et puis tu attends comment les choses vont Non, évoluer? tout s'est pas écroulé, heureusement. Là, cette semaine, on a eu l'annonce de Sylvie Robert qui a fait du bien au moral de toute la filière. Voilà, on sera forcément soumis aux mesures qu'on nous imposera. Pour autant, eh bien aujourd'hui, l'équipe de GL Events Equestrian Sport est au travail pour fournir, s'ils ont le droit de le fournir, un bel événement dès novembre. Et puis d'ici à la fin octobre, c'est fin octobre Equita,
Il y aura eu, j'espère, la reprise de l'Upside Jumping à Grimaud, les Longines Masters de Paris en décembre. Et voilà, il reste des rendez-vous. On croise les doigts et puis petit clin d'œil particulier à Adèle et Pascal et Morgane Froment aussi que je viens de voir qu'on voit régulièrement parmi nous. Merci beaucoup je les embrasse Daniel. tous les trois aussi. Hein. Merci, bonne soirée, à très vite. Salut Théo.